Merci. Pendant que Mou Belmoud s'installe, juste un point d'information. Vous avez vu que les papiers sont riches. Toutes les interventions s'appuient sur un papier. Et logiquement, vous trouverez d'ici quelques jours, je pense, sur le site du forum, les papiers et les présentations des différents intervenants pour ceux qui veulent voir plus en détail ce qui est proposé. Ainsi que la vidéo. Et il y aura, vous aurez même la vidéo. Bien. Bien, à toi. Merci beaucoup aussi de m'avoir invité à présenter une mise en perspective de la question des migrations en Europe. C'est un papier qui s'inspire d'un papier écrit avec Joël Houdinet qui s'appelle Inequality and Migration and what different regimes of migration tell us. Qu'est-ce que nous apprennent les différents régimes d'immigration en Europe? Alors, ça va être une intervention beaucoup plus terre à terre que celle de Hillel, puisque c'est une intervention qui est fondée, basée sur un papier empirique. Alors, comment on fait pour ça? Ah, ok. Alors, je voudrais traiter cette question, compte tenu du temps qui nous est imparti, en 3 grands points. Avant ça, d'abord, introduire, mais ça a été déjà dit par Hillel et Jean-Christophe, d'une certaine manière, le rôle, le lien que tissent les migrations avec la mondialisation. En venir de manière plus empirique aux logiques migratoires en Europe, aux déterminants et au rôle des migrations sur le marché du travail dans l'Union européenne. On est d'accord sur le fait que ça joue un rôle relativement limité. Et puis, essayer de montrer en quoi, finalement, la politique d'immigration européenne, en sens de politique communautaire, ne se réduit qu'à sa politique restrictive et pas à sa politique réellement économique. Pourquoi cette question? Et avancer, disons, une hypothèse en termes de diversité des régimes d'immigration en Europe qui répondent à des cohérences spécifiques. Et évidemment, j'en tirerai quelques conclusions de ce constat. Alors, premièrement, je vais être assez rapide sur cette introduction puisque ça l'a été un petit peu rappelé par Hillel dans son intervention. Ce qui est maintenant acquis, et heureusement finalement, c'est qu'on a arrêté de penser qu'il suffirait de libéraliser les échanges pour réduire les migrations, l'incitation à émigrer. On a arrêté de penser et de mettre en œuvre des politiques qui préconisent finalement, à l'instar des prédictions de la théorie traditionnelle du commerce international, qui préconisent l'idée qu'il suffirait d'ouvrir les frontières pour les marchandises ou les capitaux pour réduire l'incitation à émigrer. On assiste finalement, et là il y a un consensus dans les travaux empiriques sur le domaine, on assiste à une complémentarité extraordinaire entre l'émigration internationale et la mondialisation, avec même une complémentarité assortie d'un paradoxe qui est intéressant, puisque finalement, si on regarde les différentes composantes de la mondialisation que sont les échanges de marchandises, les investissements directs étrangers, les échanges de connaissances, de technologies et les échanges de capitaux à court terme, et une 5e composante non négligeable, la migration internationale, on voit apparaître un paradoxe qui est que la plupart des pays sont relativement marginalisés pour les 4 premières composantes. En revanche, en dépit des restrictions majeures que subissent ces migrations, cela a été rappelé sur les non qualifiés en particulier, eh bien, les migrations jouent un rôle clé dans l'insertion internationale d'un certain nombre de pays. Alors, ces migrations sont surtout, premier point, des migrations sud-nord, sont des migrations sud-nord, mais surtout des migrations sud-sud, si on voit à peu près les chiffres pour cela, sur à peu près, disons, 156 millions de migrants qui viennent du Sud, vous en avez 74 qui vont vers d'autres pays du Sud et à peu près, disons, 80 qui vont vers d'autres pays du Nord. Alors, on voit que effectivement, la moitié, comme le montre ce petit camembert, la moitié des migrations à peu près se dirigent vers un pays du Sud et de pays du Sud vers d'autres pays du Sud. Et quand on regarde la composante des migrations finalement Sud-Sud, on voit que 80% des migrations Sud-Sud sont des migrations transfrontalières, c'est-à-dire qui ont une bordure commune, une frontière commune, tandis que dans les migrations au contraire Sud-Nord, on voit qu'au contraire là les migrations qui ont une frontière commune sont relativement limitées. Donc ceci, ça a été dit tout à l'heure, ceci simplement pour montrer que finalement les migrations
même si elles ont beaucoup augmenté, restent en proportion de la population mondiale relativement limitée. On est passé de 2,5 à 3 points de croissance des migrations sur une période d'une trentaine d'années, tandis que le commerce, l'investissement, etc. ont très largement augmenté. Alors, cette augmentation, tout de même, des migrations, valide l'idée selon laquelle finalement, les migrations non seulement sont inexorables, mais jouent un rôle déterminant à travers, par exemple, les remises de fonds pour le pays en développement. Le graphique a été montré par Hélène, donc je n'ai pas besoin de le remettre. Mais je voudrais quand même lever une ambiguïté. Ce n'est pas parce qu'il y a des pauvres parmi les immigrés que les migrants viennent des pays pauvres. Et ça, c'est tout à fait important. Les taux d'émigration en provenance des pays pauvres sont relativement faibles, sont même les plus faibles. Si vous prenez le taux d'expatriation qui rapporte les migrations sur la population des pays de départ, par rapport, comparé au PIB par tête relatif des pays par rapport aux États-Unis, on a cette belle courbe en U inversée, c'est-à-dire finalement un taux d'expatriation des provenances des pays pauvres extrêmement bas. Il atteint le maximum pour des pays à revenus intermédiaires, et puis ensuite, quand les pays deviennent des pays d'immigration, le taux d'expatriation diminue. En revanche, donc, contrairement à ce qu'on raconte, nous ne recevons pas toute la misère du monde et les taux d'expatriation des pays pauvres sont les plus faibles. Et si vous regardez la caractérisation des migrations en France, on a à peu près la même répartition. Les migrants viennent plutôt des pays à revenus intermédiaires que des pays pauvres. Alors, cela dit, dans la mesure où les coûts des migrations sont extrêmement élevés, ne serait-ce que les frais de délivrance d'un passeport, par exemple, qui sont équivalents, selon les estimations de l'ONU, à 10% du PIB par habitant des pays en développement, la multiplication de nombre de pays, le fait que les migrations demeurent très fortement internes, tout ceci, toute cette augmentation de ces coûts des migrations fait que, en dépit de la faiblesse des taux d'expatriation globaux des pays pauvres, en provenance des pays pauvres, quand on décompose ces taux d'expatriation par niveau de qualification, on observe exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus les migrants viennent des pays pauvres, plus ils ont une probabilité élevée d'être qualifiés. Donc les taux d'expatriation qualifiés en provenance des pays pauvres sont les plus élevés. Ils sont relativement faibles pour les pays à revenus intermédiaires, à peu près 6-7%, mais ils peuvent atteindre, Haïti, c'est 80%, des pays relativement petits et pauvres sont à des taux d'expatriation de leur cerveau proches de 30, 40, 50, 60%, ce qui est tout à fait dramatique pour un certain nombre d'entre eux. Alors cet effet finalement de hausse des coûts de migration et ce paradoxe des restrictions sur les flux de migration montre simplement explique en partie la montée inexorable des qualifiés, surtout en provenance des pays à faible revenu. Et ces effets des qualifiés sont discutés dans la littérature. On sait qu'ils sont relativement négatifs à partir d'un certain seuil, au-delà par exemple de 15-20%, mais qu'en deçà d'un certain seuil, ils peuvent même être relativement positifs pour le pays d'origine, tandis que pour les pays d'accueil, on sait aussi qu'ils sont relativement positifs, même s'il y a des effets de gaspillage. En d'autres termes, on a changé de régime d'immigration. On est passé d'un régime de migration où les coûts d'immigration étaient internalisés par les entreprises des pays du Nord. Vous voyez là le film de Yamina Benguigui, Mémoire d'immigrés, où vous voyez dans cette première partie où on allait chercher les migrants au Maghreb, on internalisait totalement leurs coûts de délocalisation, leurs coûts d'émigration, un modèle où les migrants ont leur propre stratégie d'émigration parce que les coûts sont extrêmement élevés, d'où des stratégies d'éducation, d'investissement dans l'éducation pour augmenter leur probabilité d'émigrer. Alors on pourrait, prendre sa appui sur ce beau film qui a été très peu diffusé, qui s'appelle « Rome plutôt que vous », Roma ou Lentouma, film algérien, qui montre comment des qualifiés, des gens en provenance du Maghreb, essayent de errer à la recherche de visas, à la recherche même si leur position sociale et en termes de qualification sont extrêmement bonnes. En tout cas, avec une volonté de partir absolument. Donc j'en viens à changement de régime global d'immigration, passage d'un régime d'immigration à l'immigration, les coûts d'immigration étaient internalisés par les pays d'accueil à un régime d'immigration où les migrants supportent eux-mêmes leurs coûts d'émigration, d'où des stratégies de diversification. Au cas européen, alors dans le cas européen, quelles sont les logiques migratoires dans l'espace européen? On a une typologie à faire pour comprendre comment s'organisent les migrations en Europe. On voit ce phénomène dont j'ai parlé dans mon introduction
de hausse inexorable des qualifiés apparaître. Mais pour cela, il faut faire une typologie. Alors, je ne vais pas vous embêter avec cette typologie, mais disons que ce que nous avons fait avec Joël Houdinet en particulier, c'est de décomposer les différents flux d'immigration en fonction des caractéristiques des migrants. Et en fonction des caractéristiques des migrants, c'est-à-dire de leur pays d'origine, mais aussi de leurs caractéristiques intrinsèques, leur niveau de qualification, l'emploi occupé, etc. Grâce à l'utilisation de l'enquête Labour Force Survey d'Eurostat, on peut faire ceci. Donc on aurait, si vous voulez, des migrants qui sont des migrants intra-européens. On sait que les migrations intracommunautaires sont relativement faibles par rapport aux migrations intra-américaines, par exemple, 10 fois plus faibles que les migrations intra. Mais à l'intérieur des migrations intra-européennes, vous avez des gens qui viennent d'autres pays non européens et qui circulent au sein de l'Union européenne, et vous avez aussi des retours de nationaux. Et puis, vous avez aussi des gens qui viennent d'un autre pays qu'un pays de l'Union et qui aussi vont être en situation de migration répétée en Europe. Vous avez des nationaux qui reviennent d'un autre pays que le pays d'origine. Vous avez aussi des non-européens qui sont en mobilité extracommunautaire. Au total, on a 3 catégories, au fond, de migrants qui circulent au sein de l'Union européenne. Vous avez les migrants intracommunautaires, c'est-à-dire un Français qui irait en Allemagne ou au Royaume-Uni. Mais vous avez aussi des migrants extracommunautaires qui seraient en France et qui iraient en Allemagne ou au Portugal vers l'Allemagne. Et puis, vous avez des nationaux qui reviennent d'un pays non européen. Donc vous avez une complexité des migrations et de leur circulation. Et quand on regarde un peu de près ce premier travail empirique, on peut en déduire trois conclusions. D'abord, la mobilité des travailleurs au sein de l'Union européenne est en partie alimentée par les migrations extracommunautaires. Ceci est un paradoxe également. C'est-à-dire qu'au fond, si les migrations intracommunautaires de gens venant de pays membres de l'Union européenne est relativement faible, la migration extracommunautaire à l'intérieur de l'Union européenne est relativement élevée par ce phénomène de migration répétée. Alors, pourquoi ? Parce que vous avez, on va y venir, les grands pays du noyau dur de l'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, présentent des besoins de main-d'œuvre dans certains secteurs industriels ou de services, de haute technologie, avec des politiques sélectives en faveur des migrants diplômés, tandis que d'autres pays, les pays périphériques, les nouveaux pays d'immigration, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la Grèce, l'Irlande, ces pays qui ont des difficultés d'ajustement dans la zone euro en particulier, ont usé très largement de politiques massives d'immigration. Alors, les migrants eux-mêmes, de leur côté, développent des stratégies de mobilité géographique et sectorielle successives. On est loin du modèle de l'importation d'immigrés. On a des gens qui ont des stratégies et qui entrent par les pays périphériques de l'Union européenne, des pays du sud de l'Europe par exemple, pour ensuite essayer d'obtenir un passeport de mobilité pour se rendre tout de même vers les grands pays d'accueil qui restent à 80%, les 3 grands pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Donc, au total, premier point, donc, la classification habituelle des migrations, des migrants, ne correspond plus à la réalité des flux récents. On a un décloisonnement des catégories migratoires, des étudiants qui deviennent des migrants qualifiés, on a des non qualifiés qui sont en réalité déqualifiés, déclassés sur le marché du travail, et ça c'est un phénomène tout à fait important du brain waste, du gaspillage des cerveaux dans les pays d'accueil eux-mêmes. Et puis on a également de l'immigration dite non économique qui devient très vite de l'immigration économique. Donc ces typologies migration économique, 7% en France versus migration non économique, est en réalité absurde sur le terrain. Alors, quel est le rôle des migrations dans le processus d'ajustement des marchés du travail en Europe maintenant ? Alors, comment nous avons fait ? Nous avons d'abord un petit modèle qui permet d'essayer de regarder quelles sont les variables décisives dans les choix de localisation des migrants en Europe, quelles sont les principales caractéristiques, les principales variables qui décident du choix entre tel ou tel pays. Et puis, en deuxième lieu, on construit une maquette, disons un petit modèle keynésien, d'aspiration keynésienne, pour voir quel est l'impact économique des migrations sur les pays d'accueil et sur les pays de départ, en comparant la France, les pays européens et les États-Unis, en découpant les États-Unis en 4 régions. Alors, je vais aller assez vite. Donc, le modèle, c'est simplement essayer de regarder quel est le choix de localisation du migrant qui vient d'un pays I pour aller vers un pays J de l'Union européenne, en fonction des variables classiques du marché du travail, les différences de salaire et les différences de taux de chômage, plus une troisième variable qui serait en quelque sorte les effets de réseau, c'est-à-dire l'inertie des migrations. Vous savez que quand les migrants vont dans un pays où il y a déjà des gens de leur propre communauté, ça constitue des effets de
réseau qui peuvent réduire les coûts de mobilité, les coûts d'insertion et qui peuvent décider du choix de localisation indépendamment des autres variables plus classiques que sont celles du marché du travail. Alors qu'est-ce qu'on a comme résultat? Je passe assez vite là-dessus. D'abord que les migrants qui viennent des pays non membres de l'Union européenne sont davantage influencés par les différences de salaire entre les pays dans leur choix de localisation du pays d'accueil. Ceux qui viennent des pays membres sont moins sensibles au salaire relatif, ce qui est normal puisqu'ils sont dans des marchés internes du travail en général, hein, et donc ils conservent en général le même emploi ou le même secteur ou la même firme. Du point de vue des pays d'accueil, les pays périphériques de l'Union européenne qui sont en situation de, il faut le rappeler, et aujourd'hui la crise nous le rappelle finalement, mais ça fait quand même assez longtemps que nous le disons, que les difficultés d'ajustement des pays périphériques de la zone euro, qui sont membres de la zone euro, se sont soldées soit avant l'intégration dans la zone euro par des politiques de dévaluation successives, on voit le Portugal qui a beaucoup dévalué avant d'entrer dans la zone euro, soit par une politique véritablement d'ouverture, d'utilisant l'immigration comme variable d'ajustement, ce qui explique le fait que les migrants sont davantage influencés par les différences de salaire et d'emploi et en se rendant dans ces pays que dans les autres pays. C'est-à-dire que quand les migrants extracommunautaires, par exemple, vont en France, en Allemagne, etc., ils sont davantage influencés par les effets de réseau, c'est-à-dire que la variable effet de réseau joue un rôle clé, tandis que quand ils vont vers les pays périphériques, ils sont davantage influencés par les différentiels de salaire ou d'emploi. Alors, cela peut s'expliquer aussi par, quand on essaye de regarder l'impact des migrations sur l'ajustement des marchés du travail, eh bien, le constat que la littérature, évidemment, sur lequel la littérature met l'accent, c'est que l'effet direct est un effet sur l'offre de travail et sur la demande de biens et services quand on prend en compte la demande, comme nous le faisons nous-mêmes. Et les études empiriques montrent qu'on a un effet global négligeable sur les salaires des autochtones, qui ne sont pas en concurrence, mais ça, Grégory va y revenir, avec les pays, avec les migrants, et que si on a une concurrence, c'est davantage une concurrence entre vagues d'immigration elles-mêmes, et je passe là-dessus. Si l'effet est négligeable en équilibre partiel, il semble encore plus réduit avec l'intégration de l'impact sur la demande de biens, et l'immigration ne se traduit donc pas par un partage entre immigrés et autochtones, parce qu'en fait, si on intègre la demande dans un modèle macro d'impact des migrations, tout se passe comme si les migrants créaient leur propre emploi par leur demande. Les résultats, donc, tant théoriques qu'empiriques, semblent infirmer l'idée de la substitution, mais on y reviendra. Alors, dans cette maquette fondée sur un modèle keynésien de désinflation compétitive, pour intégrer les deux mécanismes d'offre et de demande globale des facteurs, on a fait un certain nombre de simulations, et je vais très rapidement, c'est dans le papier, je vais très rapidement aux synthèses. Les déterminants principaux des flux migratoires relève moins des déséquilibres sur le marché du travail que des facteurs structurels. Et l'impact, en fait, d'un choc, par exemple, d'augmentation de 10% des migrations sur le marché du travail est un impact très limité aux États-Unis, mais encore plus limité en Europe, même si il est davantage négatif pour le pays de départ que pour le pays d'accueil. Alors, 2 minutes. Ceci, simplement, pour synthétiser un petit peu la réflexion sur, finalement, au-delà des politiques qu'on peut proposer, que ce soit en termes de permis à immigrer ou d'autres types de politiques sélectives, il faut quand même comprendre pourquoi, me semble-t-il, il existe une complexité des politiques d'immigration, des réalités d'immigration, et qui fait qu'en Europe, il n'y a pas de politique commune d'immigration autre que le pacte européen sur la migration, qui est un pacte restrictif. C'est-à-dire qu'on a juste communautarisé la répression, mais rien d'autre. C'est-à-dire qu'une politique commune d'immigration digne de ce nom n'existe pas. Mais pourquoi ? Si on résume un peu ce qu'on a fait, et si on met en relation, d'un point de vue un peu systémique, les caractéristiques des migrants, les caractéristiques des pays d'accueil et les cohérences institutionnelles de fonctionnement des pays d'accueil, on obtient quand même des types de régimes, ce qu'on appelle des régimes, c'est-à-dire des cohérences institutionnelles et économiques qui peuvent aider à comprendre les choses, et donc aussi à aider pour la politique économique. Mais on constate finalement 3 types de régimes en Europe. Un premier régime que j'appellerais régime nordique, qui est un régime dans lequel finalement la spécialisation internationale est une spécialisation plutôt hors prix. Les problèmes de taux de change de l'euro sont relativement réglés par une compétitivité hors prix. C'est le cas de l'Allemagne, par exemple, dans lequel, finalement, les besoins en matière d'immigration sont des besoins très
fortement ciblée sur les très qualifiés et pour les biens justement de spécialisation et industriels et manufacturiers, et pour les biens non échangeables, de services en particulier, il y a un recours également aux non qualifiés. Donc on a une espèce de maîtrise dans les deux segments de la qualification, pour les très qualifiés et pour les moins qualifiés, même si l'Allemagne, par exemple, ne réussit pas son coup quand elle crée la carte verte avec la volonté de faire venir les informaticiens indiens. Ça ne marche pas toujours. En tout cas, on a un modèle relativement cohérent où la migration ne joue pas de rôle d'ajustement, disons, macroéconomique. Le deuxième régime, c'est un régime sud-européen ou méditerranéen, et c'est un régime d'immigration de masse. Ça a été dit par Jean-Christophe dans sa présentation initiale. La croissance, même si l'immigration, il faut arrêter de penser que l'immigration règle tous les problèmes, et de développement, et de marché du travail, et de croissance. Ce n'est pas l'immigration qui est à la source de ces-là. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que l'immigration a accompagné la croissance espagnole très fortement, puisque les flux d'immigration se sont accélérés considérablement. Et donc, on a un besoin d'immigration massive pour des raisons de compétitivité coût, pour soutenir la croissance, qui a fait que, dès le début des années 2000, on a eu un modèle d'immigration très ouverte qui ne disait pas son nom. D'ailleurs, en 2008, quand on a fait le pacte européen sur l'immigration, on a tapé sur l'Espagne en disant « vous arrêtez maintenant vos politiques d'ouverture ». Et la politique d'ouverture espagnole et portugaise, c'est une politique d'aller chercher les migrants moldaves, ukrainiens, dans les pays périphériques de l'Union européenne, pour les faire venir, les faire disperser sur le territoire espagnol, les faire travailler dans différents secteurs, l'immobilier en particulier, et permettre l'accompagnement de la croissance. Il y a un troisième régime, et je voudrais insister juste là-dessus si j'ai encore une minute. Ce troisième régime, c'est le régime français. Alors j'appelle ça un régime hybride. Pourquoi ? Parce que finalement, tout porte à croire qu'on serait vers une convergence des politiques d'immigration. Jean-Christophe l'a dit. On aurait, en quelque sorte, des pays qui contrôleraient, en fonction de leurs besoins. Il y a une liste d'emplois, par exemple en France. Alors, il y a une liste même d'emplois par région. Et on dit, voilà, on a besoin de tant de milliers de mecs qui font de la plomberie, dont des gens d'ingénieurs, etc. Et puis, on n'aurait qu'à faire venir cela. Donc, on a d'abord une politique sélective qui a eu le mérite de rompre avec une hypocrisie selon laquelle l'immigration zéro serait la panacée. Donc, on a au moins rompu avec cela. Mais cette politique sélective d'immigration, elle est accompagnée en même temps d'une politique de régulation par la régularisation qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'on a une politique, au fond, quand on regarde la spécialisation française, c'est une spécialisation duale, avec des très forts points sur la très 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 haute technologie, l'aérospatiale en particulier, rien sur les biens intermédiaires, les biens d'équipement, un secteur de biens de consommation qui a été complètement, disons, concurrencé par les pays à bas salaire et relativement laminé ces dernières années, et un secteur des services pléthoriques. Donc un besoin de l'immigration de masse qui ne dit pas son nom, qui est très proche finalement du modèle espagnol. Mais simplement, on ne le dit pas. Donc on a un modèle de migration sélective d'un côté, un modèle d'immigration de masse de l'autre, mais ce modèle d'immigration de masse, au lieu de le reconnaître en tant que tel, on le reconnaît par régularisation ex post. Alors c'est des régularisations au compte-gouttes, etc., etc. Mais on a du coup, finalement, une absence de lisibilité de la politique, puisqu'on a deux objectifs qui sont en concurrence. Un objectif d'attractivité des compétences d'un côté, et un objectif de l'autre, qui serait de restriction, de limitation de l'immigration clandestine, alors que les employeurs eux-mêmes réclament la régularisation. Voilà. Donc c'est la coexistence de ces trois régimes d'immigration qui correspondent à des réalités économiques, institutionnelles fortes, explique pourquoi, à mon avis, on n'est pas prêt d'avoir une politique commune d'immigration, communautaire et commune d'immigration digne de ce nom. Alors quelles sont les conclusions, je termine là-dessus, de la dualité des politiques d'immigration ? D'abord, je viens de le dire, il est, à mon avis, impossible de bâtir une vraie politique européenne d'immigration, autre que son volet répressif. Ensuite, il y a des effets qui sont des collatéraux négatifs pour les pays qui mènent des politiques non lisibles d'immigration. Ces collatéraux sont les suivants. On assiste aujourd'hui à un effet de détournement des flux d'immigration, des plus qualifiés, par exemple, qui viennent du sud de la Méditerranée, vers d'autres régions. Le Royaume-Uni a été le premier pays, mais maintenant, c'est de plus en plus l'Amérique du Nord. Donc, au fond, le fait d'avoir une politique qui consisterait à concilier une politique très restrictive, répressive, avec des signaux très négatifs envers les non-qualifiés ou les clandestins, qui sont souvent d'ailleurs qualifiés, même s'ils sont clandestins, eh bien, le fait d'avoir ceci induit un effet de signal pour les migrants qui ont des stratégies d'émigration très négatives qui les amènent à choisir,
plutôt l'Amérique du Nord que l'Europe. Et de plus en plus, on a un effet d'éviction des plus qualifiés qui choisissent d'aller s'installer en Amérique du Nord, avec même un effet tout à fait intéressant à regarder, c'est que du fait des discriminations sur le marché du travail, on a même des enfants issus de l'immigration, du fait des discriminations qu'ils subissent, qui s'inscrivent dans les programmes bilatéraux franco-québécois, par exemple, de libre circulation pour pouvoir se rendre au Québec. Donc on a un effet finalement de perte pour un pays d'accueil qui n'aurait pas des objectifs clairs, de perte en matière d'attractivité des compétences, et on n'est pas attractif en effet. Enfin, on a une détérioration de la place de la France, par exemple, dans l'attraction des compétences, et on assisterait finalement à un renforcement du double gaspillage des cerveaux. Alors j'ai des propositions, mais comme j'ai été un peu long, je les laisserai pour la discussion. Merci. Merci, Donc, comme je l'avais annoncé dans l'introduction, je vous propose qu'on fasse une série de questions-réponses, puisque là, il y avait une cohérence sur ces 3 papiers qui s'intéressaient dans un cadre international, européen, des flux migratoires, puisque les 2 papiers suivants, eux, se focaliseront sur les effets sur l'économie française des flux migratoires. Donc on a 5-10 minutes pour une première série de questions, donc si possible, sur les aspects qui ont été évoqués par les 3 premiers intervenants. Hippolyte ? Des quotas. En fait, une question spontanée, ce serait pourquoi est-ce qu'un pays qui a un fort coût accepterait de participer au système? Alors, je vois bien que dans votre présentation, en fait, le coût est incertain du point de vue du décideur public, mais pourquoi est-ce qu'il voudrait révéler ça? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas une aversion à révéler ça? Pourquoi est-ce qu'il prendrait ce risque? Enfin, voilà. Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas aussi des hétérogénéités dans la volonté de contribuer au bien public? Et est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre ceux qui ont un fort coût en fait, associé à la présence d'immigrés chez eux et puis une faible volonté de contribuer au bien public mondial, quoi. Ce qui renforcerait le fait qu'ils n'aient pas envie de participer au système. Je propose qu'on réponde tout de suite, pour des réponses assez courtes, Hélène. Donc sur la première question, donc pourquoi un pays qui a un coût élevé accepterait de participer? Bon, 2 réponses. Une réponse technique, qui n'est pas, à mon avis, la plus importante. On peut mettre des contraintes de participation dans ce mécanisme, mais de manière plus fondamentale, c'est un problème plus général. Pourquoi des pays qui savent qu'ils vont avoir des pertes à un accord international acceptent de le signer? On en voit tout le temps. Tous les jours, du moratoire sur la chasse aux baleines, au protocole de Kyoto et un tas de conventions internationales dont je ne connais pas évidemment la liste exhaustive. Donc à partir du moment où vous avez reconnaissance qu'il y a un problème qui n'est pas national mais qui est international ou européen, il y a des institutions qui se mettent en place avec des mécanismes de contraintes, soit par sanction, soit par, on va dire, pression morale. Et c'est des exemples comme ça, il y en a des tas, et ce n'est pas donc spécifique à ce problème-là. Oui, mais il y a aussi des tas de contre-exemples, quoi. Justement pour le CO2, et l'idée des permis, c'était un petit peu faire ce qu'on voulait proposer pour le CO2. Justement, c'est pas mis en place. Donc, oui, est-ce que vous avez un exemple où c'est mis en place, justement? Il y a des gens qui... D'accords internationaux de permis de quotas où il y a un pays qui a un fort coût et qui accepte de participer. Sur les quotas, je ne connais pas d'autres exemples concrets que celui des quotas de pollution. On sait qu'il y a des accords qui ont été signés avec des divergences, avec des négociations, mais bon, on sait que les États-Unis, par exemple, savent qu'ils vont clairement perdre à ces accords. Ils essaient évidemment de négocier de minimiser le coût pour eux de participer à cet accord. La Chine en fait la même chose en essayant de prendre en compte les effets de sa croissance future sur sa pollution, etc. Bon, tout ça se fait dans un cadre négocié, international, et il est possible que ces accords augmentent l'efficacité globale dans le sens où le bien-être global augmente, mais qu'il y ait des perdants. Mais l'idée, c'est évidemment que les gains globaux soient suffisamment important pour qu'il y ait ces accords qui soient trouvés avec éventuellement des mécanismes compensatoires dans d'autres domaines. On peut faire des concessions sur un domaine, en obtenir sur d'autres, etc. Là encore, je me suis centré sur le fait que la faisabilité de la chose, et notamment ce qui permet éventuellement
d'éviter ce type d'écueil passe par des programmes relativement modestes pour commencer, pour avoir une structure où il paraît clair que ce qui a gagné en termes, par exemple, de relogement des réfugiés climatiques ou des réfugiés politiques ou ce type de choses, il y a une forte pression internationale pour qu'il y ait des accords dans ce sens. Voilà. Techniquement, c'est aussi faisable avec des contraintes de participation. Merci Hillel. D'autres questions ? Maria. Oui, donc j'ai une question pour Hillel, mais je vais utiliser un peu les arguments présentés par Mouhoub. Donc, on a vu que en fait, la moitié de migration maintenant se tient entre les pays en voie de développement, donc les pays sud-sud. Donc, la question est est-ce que ces pays vont aussi participer à ces accords de quotas pour l'immigration? Donc, comment définir quels pays vont participer? Et si les pays sud vont participer aux accords de quotas, comment tenir compte du fait qu'ils sont à la fois les pays d'accueil et les pays qui envoient les immigrés? Merci. La réponse courte, c'est je ne sais pas. Et la réponse un peu plus longue, c'est que je pense que le mécanisme s'applique à des... Pour participer au mécanisme, il faut, disons, bénéficier du bien public global. Donc si on pose la question, quels sont les pays qui participent par exemple à l'aide au développement, pour autant que ceci soit un signal de souci de réduction de la pauvreté dans le monde, bon, on sait que ce sont des pays riches. Donc ces pays riches sont aussi les destinations préférées en termes de demandes potentielles d'entrée de beaucoup de gens. On voit qu'il y a un excès de demandes de visa. Malgré les coûts très élevés qui sont mis par les restrictions à l'entrée, il y a des tas de gens qui essaient de rentrer bien au-delà du nombre de gens qui rentrent, qui prennent des risques énormes, etc. Donc bon, ça paraît être la destination principale de la plupart des gens en termes de destination souhaitée, d'une part, et d'autre part, ce sont ces pays-là aussi qui accueillent les réfugiés, comme je l'ai montré dans la liste. Donc, grosso modo, les pays riches estiment, pour des raisons sur lesquelles je ne veux pas m'appesantir, devoir faire quelque chose pour réduire la pauvreté globale. Ça peut être par souci de réduction des inégalités mondiales, ça peut être pour des raisons altruistes, pour des raisons égoïstes, et donc ce sont plutôt ces pays-là que j'ai en tête. D'accord ? Okay, merci. Donc le quota de questions alloué à Hillel étant épuisé, je vous propose encore une ou deux questions, mais qui s'adresseraient plutôt à d'autres interventions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va poursuivre les présentations. Donc, je vais demander à Xavier Verdugo maintenant de présenter le travail qu'il a réalisé sur l'impact des flux migratoires sur le marché du travail français. Donc avant de commencer, je me permets de préciser que les opinions qui vont être présentées dans l'article ne représentent pas la position officielle de mon employeur, la Banque de France. D'accord. Voilà. Donc c'est un article qui essaie d'évaluer l'impact, l'impact de l'immigration sur le marché du travail, et on va regarder l'impact de l'immigration sur le marché du travail français. Alors, l'intérêt et l'importance de l'article par rapport à la littérature précédente, c'est qu'on va utiliser deux types de méthodes différentes. Tout d'abord, il y avait dans la littérature précédente une première méthode qui consistait à comparer différentes villes. C'est l'approche qui est dans la première slide. Ça va bien apparaître. Très bien, donc voilà. Merci. Donc la première approche, c'est on va comparer différentes villes, comparer différentes régions. On sait que les immigrés se localisent dans certains endroits plus que d'autres, donc on va par exemple comparer ce qu'il arrive au salaire des natifs, ce qu'il arrive au salaire donc des Français dans ce cas à Marseille, en prenant pour référence les autres villes dans lesquelles il va y avoir moins d'immigrés, comme par exemple Rennes. Alors cette première approche a été très utilisée dans les années 90 et elle donnait des résultats non significatif, c'est-à-dire qu'on ne trouvait pas d'effet négatif ou alors un signe très faible ou non significatif statistiquement de l'effet de l'immigration. Alors toutefois, cette approche a été critiquée car il y a différents problèmes qui font que les estimations utilisant l'approche
géographiques, de comparaison des villes ou de comparaison des régions peuvent être biaisées. Tout d'abord, le premier problème, c'est que les immigrés vont avoir tendance à choisir leur lieu de localisation à raison du dynamisme économique d'une ville. Donc on va avoir potentiellement une corrélation entre le choix de localisation et ce qu'il arrive économiquement aux natifs qui sont dans la ville d'intérêt. Donc ça sera le premier type de biais. Le second type de biais, c'est-à-dire que les natifs, par exemple, vont peut-être s'abstenir de bouger, s'abstenir de déménager dans les villes dans lesquelles vont se diriger les flots d'immigrés. Et donc l'effet de l'immigration va se diffuser dans les autres villes. Et nous, en comparant deux villes, on ne va pas pouvoir vraiment mesurer cet effet. Alors, en réponse à cette critique, en 1997, il a été proposé une deuxième méthode, une méthode par la proportion des facteurs. C'est ce qui explique le titre un peu ésotérique de cet article. Donc dans cette méthode, on divise la population en groupes qui sont censés être en concurrence, c'est-à-dire plus substituts parfaits, comme on dit en économie, qui sont censés être en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire en pratique, on va découper la population en groupes d'éducation et d'expérience. L'hypothèse va être qu'un flot d'immigrés non qualifiés ne va pas affecter les salaires des natifs qualifiés. Par exemple, un flot d'immigrés non diplômés ne va pas avoir d'impact sur les salaires des natifs diplômés Bac+5, mais il va avoir un impact sur les salaires des natifs diplômés qui ne sont pas diplômés, justement. Donc on va utiliser cette méthode, découper la population et utiliser les variations temporelles dans ce cas. Or, si l'on compare les résultats des deux méthodes, la deuxième méthode donne des résultats très significatifs et négatifs des effets de l'immigration, mais principalement sur le seul pays pour lesquels les études n'ont pas été très très fortement critiquées en raison de biais statistiques, principalement pour les États-Unis et le Canada. Les études appliquant cette méthode pour l'Europe n'ont pas trouvé vraiment d'effet de l'immigration en utilisant ces deux types de méthodes. Et dans cet article, nous nous proposons premièrement d'appliquer cette méthode pour la France et deuxièmement d'essayer d'expliquer les résultats que nous trouvons par un mécanisme dans lequel les immigrés vont avoir une influence sur non seulement sur le salaire des natifs, mais potentiellement sur la qualité et sur le type d'emploi qu'occupent les natifs. Donc l'idée derrière notre article, c'est qu'il peut y avoir que les immigrés et les natifs, même à l'intérieur des groupes d'expérience et d'éducation, c'est-à-dire similaires en termes d'âge et similaires en termes de diplôme, ne sont pas potentiellement des substituts parfaits. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas directement en concurrence et qu'il peut y avoir une absence d'effet, mais il peut y avoir aussi un effet. C'est-à-dire une arrivée d'immigrés dans une ville peut peut-être avoir une influence sur le type d'occupation. Donc les occupations vont ici être définies comme les activités, la nature de l'emploi, sur la nature de l'emploi que vont avoir les natifs. Alors nous découpons, donc je vais vous dire un mot brièvement sur les données. Et je vais vous expliquer plus en détail la méthode. Voilà. Donc nos données, nous allons utiliser donc la définition d'un immigré dans cet article est celle classique de l'INSEE, et on va utiliser les données du recensement de 1962 à 1999. Notre étude va utiliser les variations de l'immigration sur une période de 40 ans, c'est-à-dire qu'on va avoir globalement, on va utiliser pour identifier notre modèle, pour identifier l'effet de l'immigration, une période équivalente à celle des résultats, à celle qui a été utilisée par les études américaines, c'est-à-dire donc cette période de 40 ans. Et un deuxième point qui est relativement important, c'est-à-dire qu'on va utiliser des extraits du recensement pour calculer les quantités d'immigrés, et ce sont des extraits dans lesquels on a une taille de l'échantillon très très importante, ce qui est important car les précédentes études européennes ont été critiquées justement sur le fait qu'elles utilisaient des données de mauvaise qualité pour mesurer les chocs d'immigration. Pour avoir de l'information sur les salaires, on va utiliser donc les enquêtes emploi. J'insiste brièvement sur ces questions de données puisque c'est la motivation principale
la critique principale de certains chercheurs justement pour critiquer les résultats des études européennes. Donc on va s'intéresser aux hommes, puisqu'on a une période dans laquelle la variation de la participation des femmes sur le marché du travail est très très importante, il se passe beaucoup de choses. Donc pour contrôler ces effets, on va se concentrer sur le marché du travail des hommes. Et on va diviser donc la population en différentes cellules, selon leur niveau d'éducation et selon leur niveau d'expérience, et on va voir si à l'intérieur de ces cellules, ce sont en moyenne les cellules dans lesquelles il y a beaucoup d'immigrés, dans lesquelles le salaire ou le taux d'emploi est inférieur. Donc voilà les variations que nous allons utiliser au cours du temps, mais aussi à l'intérieur des niveaux d'éducation et à l'intérieur des niveaux d'expérience. Donc on peut voir que non seulement on a de la variation à l'intérieur des années, mais également à l'intérieur des diplômes, puisque vous voyez que le pic est atteint dans des années et des niveaux d'expérience différentes au cours de cette période de 40 ans. Donc notre première méthode réplique tout simplement l'étude de Borjas, c'est-à-dire qu'on va faire ce qu'on appelle statistiquement des régressions, dans lesquelles on va essayer de contrôler pour l'effet de l'éducation, pour l'effet de l'expérience et pour l'effet des années, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup d'effets, tous ces effets vont être pris en compte et absorbés par ce qu'on appelle, c'est un peu technique, les effets fixes donc dans le modèle, et donc on va regarder les variations à l'intérieur des groupes d'éducation et à l'intérieur des groupes d'expérience. Donc l'augmentation et les variations des rendements de l'éducation au cours du temps sont pris en compte dans ce modèle, et donc on exploite les différences à l'intérieur de ces groupes. Notre seconde partie de l'étude, on va essayer de voir si les flux d'immigrés ont un impact sur le type d'emploi et la qualité des emplois des natifs. C'est-à-dire qu'on va créer ce qu'on appelle une prime, une sorte de rente, enfin une prime d'emploi. Il est bien connu dans la littérature sur le marché du travail que certains emplois, indépendamment de la qualification des individus, donnent des gains et des différentiels de salaire relativement importants. Donc on va calculer une sorte de prime moyenne qui va nous servir pour différencier l'effet de l'immigration non seulement sur les salaires, mais également sur les occupations. Super. Donc c'est ce qui explique la deuxième équation. On va voir donc si les immigrés ont un effet non seulement sur l'allocation des natifs à l'intérieur des types d'emplois, si par exemple un flot d'immigrés peut amener la réallocation des natifs avec les mêmes caractéristiques vers des emplois de meilleure qualité, mais si on va essayer également de voir si les immigrés ont un effet à l'intérieur des emplois, sur le salaire à l'intérieur des emplois, en essayant donc de distinguer ces deux effets, l'effet sur le salaire et l'effet sur les occupations. Alors l'hypothèse que l'on fait, c'est que cette prime, ce qui est assez classique dans la littérature, c'est-à-dire que cette prime qui va nous servir à calculer la rente moyenne ou le différentiel de salaire moyen associé à une occupation, un type d'activité, est indépendante des caractéristiques individuelles. Globalement, par exemple, il est bien connu par exemple, que les salariés des transports gagnent en moyenne 10%, on va dire, de plus à caractéristiques observables égales que des salariés dans le secteur de la construction. Donc on va utiliser ce différentiel de salaire pour calculer la qualité en moyenne, le différentiel de salaire moyen associé à ce type d'activité. Et on va, comme nos définitions d'occupation, nous allons utiliser des interactions entre les industries et les statuts socioprofessionnels. C'est-à-dire que nous allons avoir environ entre 30 et 300 occupations dans lesquelles on va calculer cette prime donc, pour ce qu'on appelle en anglais les cols blancs, donc les cadres, les techniciens et les ouvriers dans chaque industrie. Et donc on va calculer une prime pour chaque type d'individu et on va introduire cette prime dans les régressions. Donc en pratique, il est bien connu qu'on voit le lien, même si on ne prend pas en compte l'effet de l'éducation et de l'expérience, on voit qu'il y a un lien très très fort entre les différences de salaire entre groupes d'éducation et l'emploi occupé par les individus. Globalement, ça signifie que si on entre sur le marché du travail à un moment où il y a un secteur à haut salaire qui nous recrute, on va avoir tendance à gagner plus que d'autres individus, indépendamment de notre niveau de diplôme et indépendamment de notre qualification. Il va donc y avoir un effet du secteur d'activité indépendant
du niveau d'études et du niveau d'expérience au cours du temps. Et donc, on va voir si les immigrés, on va étudier si les immigrés influencent eux aussi ces allocations. Donc, notre modèle final est un modèle dans lequel on inclut donc ce contrôle conditionnellement à la prime d'occupation. On regarde si les immigrés et les natifs ont un effet sur le salaire moyen. Et on va utiliser, car il y a potentiellement, pour utiliser le jargon économétrique, des problèmes d'endogénéité, on va utiliser des stratégies à variable instrumentale pour prendre en compte la potentielle endogénéité de la prime d'occupation. Donc je ne vais peut-être pas insister sur ce point. Donc dans les 5 minutes, je pense qu'il me reste, je vais présenter tout d'abord les premiers types de résultats. Donc voilà le résultat de base qui est donc encore une fois une réplication. Là on se contente de prendre le modèle de base qui existe dans la littérature américaine avec les meilleures données possibles et on essaie de voir ce que cela donne en prenant le marché du travail français. Donc on trouve de manière assez surprenante des coefficients significatifs, c'est-à-dire qu'on peut rejeter qu'ils soient différents de 0, on peut rejeter l'hypothèse avec un test statistique classique qu'il soit différent de 0, mais également une corrélation positive et relativement forte, c'est-à-dire qu'en utilisant cette méthode, on voit que les natifs dans une cellule, c'est-à-dire avec le même niveau d'éducation et d'expérience donné, si on augmente le taux d'immigrés de 10% dans leur cellule, ce qui est relativement fort, hein, puisque la moyenne du taux d'immigrés entre cellules selon le niveau d'éducation est entre 5% pour les diplômés du supérieur et 8% pour les non-diplômés. Si l'on augmente de 10%, on observe une augmentation des salaires des natifs, mais également une augmentation des taux d'emploi. Enfin, donc une corrélation positive entre les taux d'emploi et les salaires des immigrés en utilisant cette méthode. Donc, ces résultats surprenants on a fait évidemment des tests de robustesse pour voir si ces résultats étaient robustes, en prenant seulement les non-diplômés, par exemple, en excluant les groupes des jeunes et des travailleurs vieux, des régressions, etc. Et on trouve globalement que ces résultats sont robustes à des spécifications statistiques du modèle différentes. Donc, ces résultats nous ont amenés à nous demander d'où venaient donc ces résultats surprenants? Est-ce que le modèle était mal spécifié ou est-ce que ce que l'on regarde reflète finalement un effet, une relation entre les immigrés et la qualité des emplois des natifs? Donc on a fait exactement les mêmes régressions dans lesquelles cette fois on contrôle pour la qualité des emplois des natifs. Donc dans la première colonne, on estime un modèle dans lequel on contrôle la qualité des emplois des natifs et on voit que dans ce cas, les variations des taux d'immigration ne sont plus significatives. C'est-à-dire que finalement, ce que nous dit ce modèle, c'est qu'il y a une corrélation entre la qualité des emplois des natifs et l'allocation des immigrés entre ces cellules d'éducation et d'expérience. Et lorsque l'on prend en compte potentiellement l'effet que les immigrés ont sur la qualité d'emploi des natifs, dans ce cas, on se retrouve avec un modèle qui nous dit que plus il y a de natifs dans la cellule, moins la qualité des emplois des natifs est forte, ce qui est cohérent avec l'idée que les natifs sont en concurrence avec les natifs, c'est-à-dire que plus vous avez d'individus éduqués, par exemple, moins leur salaire va être fort, mais également on a un effet positif des immigrés, et lorsqu'on utilise cette spécification, les effets sont positifs, mais beaucoup plus raisonnables que les spécifications précédentes, c'est-à-dire qu'on voit une augmentation de salaire de 0,3% cette fois lorsque l'on augmente l'immigration d'1%. On en par la suite, et pour conclure, regardez directement s'il y existait un lien entre la qualité de l'emploi des natifs et les flots d'immigration, toujours en essayant de prendre en compte les problèmes d'endogénéité, c'est-à-dire que les immigrés vont potentiellement être attirés par une qualité supérieure des emplois des natifs. Et dans ce cas, on trouve plus ou moins les mêmes résultats, c'est-à-dire plus on a de natifs dans la cellule, moins la qualité des natifs est bonne, mais également, et c'est beaucoup plus léger et moins significatif, il tend à y avoir une relation légèrement positive entre les flots d'immigrés et la qualité d'emploi des natifs, ce qui est cohérent donc avec nos régressions précédentes qui allaient utiliser les salaires. Et pour conclure, nous avons regardé donc la prime des immigrés et nous avons vu que plus il y a d'immigrés dans les cellules, moins la qualité des emplois des immigrés était bonne.
C'est-à-dire qu'il semble que la concurrence et le fonctionnement du marché du travail s'effectuent tout du moins entre cellules, par le fait que les flux d'immigrés affectent principalement les immigrés et ont tendance à affecter légèrement et positivement, en moyenne, encore les natifs. Également, bon, je pense que je n'ai pas le temps, juste un petit caveat. Est-ce que cet article veut dire qu'on vit dans le meilleur des mondes possibles et qu'on peut faire venir les immigrés, ça va augmenter le salaire des natifs? J'émettrai plusieurs réserves parce que tout d'abord, on a des résultats en moyenne, c'est-à-dire que même si la moyenne des individus y gagnent légèrement, il est possible que certains individus, à l'intérieur de ces groupes, y perdent. Et donc, nous n'observons pas ces effets. Mais ce qu'indiquent ces articles, c'est que en moyenne, soit, si on croit le résultat de nos régressions, il n'existe pas d'effet négatif, en tout cas, de l'effet observé sur cette période avec cette méthodologie de l'immigration en France. Donc, les pistes futures sont soit repenser la méthodologie, soit repenser, effectivement, bon, c'est peut-être un peu ambitieux, repenser l'effet de l'immigration sur les natifs. Mais ces résultats sont tout de même légèrement cohérents avec les autres résultats. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci. Donc, je vais conclure cet atelier consacré aux migrations par la présentation également d'un papier qui, alors lui, est plus au cœur de la question, puisqu'on va s'intéresser dans ce travail à l'impact des flux migratoires en France sur le financement de la protection sociale, laquelle est affectée par le phénomène du vieillissement démographique. Donc là, bon, on va essayer d'apporter quelques... Alors, c'est une étude appliquée, donc on va essayer d'apporter quelques éléments chiffrés, hein, et donc j'insisterai sur les 2-3 chiffres qu'on pourrait retenir de quel est l'effet, hein, des flux migratoires en France, anticipé et suivant la politique qui peut être mise en œuvre sur le fardeau, hein, parce que c'est quand même un fardeau financier du vieillissement démographique. Alors il s'agit d'un papier qui a été coécrit avec Xavier Chojniki, qui est présent, et qui est tiré d'un travail plus vaste qui a été réalisé pour le ministère du Travail et des Affaires sociales sur justement les relations qu'il peut y avoir entre immigration et finances publiques. Donc, je peux aller vite parce que généralement ça c'est quelque chose de très connu. La France subit le processus du vieillissement démographique comme de nombreux autres pays européens. Il y a 2 phénomènes à l'origine de ce processus. Il y a un phénomène qui est conjoncturel, donc celui-là il va être transitoire, mais il donne plus d'ampleur à court moyen terme. C'est le fait que les générations du baby-boom arrivent à l'âge de la retraite actuellement. Mais si c'était que conjoncturel, on pourrait résoudre ça sans trop de difficultés. C'est le phénomène plus structurel qui est... Alors, ici, je parle de la France, qui est l'allongement continu de l'espérance de vie. C'est une des caractéristiques du vieillissement démographique français par rapport à d'autres pays, tels que l'Allemagne, c'est que c'est essentiellement ce qu'on appelle un vieillissement par le haut. Hein, le phénomène de vieillissement, il est lié au fait de l'allongement de l'espérance de vie. Les personnes vivent plus longtemps, on ne peut que s'en féliciter. Alors que dans d'autres pays, ce phénomène d'allongement de l'espérance de vie se combine avec une baisse du taux de natalité. Donc c'est à la fois les gens vivent plus longtemps et en plus il y a de moins en moins de jeunes pour les économistes qui vont entrer sur le marché du travail. En France, comme vous le savez, le taux de natalité a connu un regain ces 10 dernières années et donc la crainte d'une diminution de la population, même active, n'est plus vraiment d'actualité. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête. Hein. La France, c'est un vieillissement par le haut. Et donc, le problème de la population active n'est pas aussi prégnant que dans d'autres pays tels que l'Allemagne. Alors, il n'empêche que, on le verra, ça a des répercussions quand même assez conséquentes sur le financement de la protection sociale, et en particulier sur les postes retraite et santé. Alors, c'est un choc démographique. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction de cet atelier, eh bien, si le choc est démographique, peut-être qu'une des solutions est du côté de la démographie. Hein. La natalité, ça peut marcher, mais c'est plus long à mettre en place, hein, si on voulait augmenter les taux de natalité. Il y a quelque chose de plus simple à faire, et qui est plus immédiat, c'est de jouer justement sur les flux migratoires. Donc si on fait entrer plus d'immigrés, peut-être qu'on va pouvoir compenser en partie, alors je dis bien en partie, ce phénomène du vieillissement démographique, et du coup réduire le coût du vieillissement démographique.
Mais tout dépend aussi des coûts propres à l'immigration. Et on a vu avec Xavier Verdugo que c'est pas simple, en particulier sur le marché du travail, qu'il y a beaucoup de controverses. Donc ce papier, on va essayer de donner quelques ordres de grandeur sur ce sujet. L'outil qu'on utilise, c'est un modèle d'équilibre général calculable. Alors j'avais dit pas d'équation, donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails techniques. L'avantage de ce type d'outil, c'est qu'il intègre tous les mécanismes qui ont été évoqués par les uns et par les autres, en général. C'est-à-dire qu'on a à la fois l'impact sur le marché du travail, nous on aura l'impact sur les finances publiques, et tout ça, ça se combine, il y a des interactions. Donc tout ça, c'est pris en compte dans le modèle d'équilibre général calculable parce qu'il est appliqué à la France, et c'est la distinction à un modèle d'équilibre partiel, tel qu'a été présenté par Xavier Verdugo, qui lui regarde juste le marché du travail. Là, il y a des interactions qui sont prises en compte. Donc les effets de substitution, de complémentarité, ils sont aussi dans le modèle, et ils peuvent avoir un impact aussi sur les finances publiques. Donc l'impact sur le marché du travail, c'est pris en compte, mais je ne vais pas regarder ça, ce n'est pas l'objectif. L'impact sur les finances publiques, c'est ça qu'on va regarder. Et juste pour vous expliquer des interdépendances qui peuvent avoir lieu, bon, on a vu que s'il y a des effets sur la prime à la qualification, par exemple, dans le modèle, chez nous, c'est même pris en compte. C'est-à-dire que les choix d'éducation des natifs dépendent de la prime de qualification. Et donc, si la prime de qualification diminue parce qu'on fait venir beaucoup d'immigrés qualifiés, ça peut modifier les choix en termes d'éducation. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui sont prises en compte que je n'ai pas le temps de développer, que je ne souhaite pas développer. Alors, on va, dans ce genre de modèle-là, on va définir un compte central. Voilà ce que nous dit le modèle sur... alors, on le fait en prospective. On va regarder l'avenir de l'économie française sur le siècle, sauf qu'attention, le compte central, ce n'est pas la prédiction de ce qui va se passer dans l'économie française. Bon, si le modèle est assez cohérent, correspond un peu à l'économie française, voilà les ordres de grandeur. Mais je ne vais pas trop développer le compte central. Moi, ce qui m'intéresse, je vais regarder plutôt des variantes. C'est-à-dire, oui, mais si les flux migratoires ne sont pas ceux du compte central, en quoi l'économie voit des évolutions différentes du compte central? Donc, c'est en comparaison au compte central que je vais regarder, et ça nous permettra de donner des ordres de grandeur sur des flux migratoires qui seraient différents de ceux du compte central. Alors, je vais parler justement du compte central, je viendrai en arrière après. Le compte central, ce n'est pas n'importe quoi non plus. Donc, on dit qu'on cale le modèle, on le cale par rapport à des données. Alors, on fait de la prospective, donc c'est par rapport à des projections, des prévisions qui sont réalisées. Et donc, les projections qu'on fait, les projections démographiques, c'est celle de l'INSEE, de 2006. Alors, il y en a des plus récentes là, qui viennent de sortir il y a quelques semaines. Donc, elles ne sont pas dans le modèle, mais elles ne remettent pas vraiment en cause, contrairement à ce qui s'était passé entre 2000 et 2006. Pour les retraites, c'est les projections du corps. Pour l'évolution du niveau de qualification, c'est les projections du ministère de l'Éducation nationale. Et donc, tout ça fait que le modèle, il est calé de telle manière à représenter un peu grosso modo l'avenir qui est aussi anticipé dans ces différentes projections. Alors on a de la chance, c'est que généralement toutes ces projections, elles sont calées sur les mêmes hypothèses macroéconomiques d'ensemble. D'ailleurs, on verra, ça peut avoir des conséquences importantes. Donc le compte central, on le regardera, mais je ne suis pas en train de vous dire voilà ce qui va se passer en France sur le siècle à venir. Ce qu'on vous présente, ça correspond grosso modo à ce qui est prévu déjà dans la plupart des autres organismes qui se projettent dans l'avenir sur ces sujets-là. Alors par rapport à ça, on va faire 4 variantes. Donc, dans le compte central, il y a une politique migratoire qui est définie. C'est celle qui est prise en compte par l'INSEE dans ses projections démographiques. C'est simple, c'est 100 000 entrées, le flux net. Le flux net, c'est-à-dire si je fais la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, c'est plus 100 000 en France chaque année. C'est ce qui est retenu par l'INSEE. Et par rapport à ce scénario central, on va faire 4 variantes. La première, elle est assez simple, c'est de se dire, mais et finalement, si on... Voilà, immigration zéro. Si on stoppe l'immigration en France, alors on sait que ce n'est pas réaliste, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, quel serait l'impact? Alors en particulier, je vais me focaliser sur les finances publiques, donc c'est la variante que j'ai appelée, c'est la variante sans immigration, les flux nets de migration sont nuls à partir de 2010. Il faut le lire autrement. Il ne faut pas le lire, voilà ce qui se passera si on arrête les flux migratoires. Il faut le lire autrement, c'est voilà la contribution de ces flux migratoires de 100 000 chaque année. S'ils n'étaient pas là, voilà ce qui serait passé. Donc ça nous permettra, cette variante-là, de voir quelle est la contribution des flux migratoires officiels, ceux qui sont prévus par l'INSEE, sur les comptes de la protection sociale. Alors on va le voir, ce n'est pas une surprise, mais je reviendrai dessus, c'est plutôt bénéfique. Donc on peut s'interroger, mais alors si on avait une politique migratoire plus ambitieuse,
est-ce qu'on ne pourrait pas alléger encore plus le fardeau financier du vieillissement démographique? Donc ça, c'est l'objet des 3 variantes suivantes. Donc on va faire 3 variantes sur une politique migratoire plus ambitieuse. Et dans ces 3 variantes, on a la même quantité de flux migratoires. Grosso modo, au lieu d'avoir 100 000 chaque année, c'est 200 000. Je vous dirai pourquoi on a retenu ce chiffre. Il ne sort pas comme ça du chapeau. Ce n'est pas 2 fois plus. Hein. Mais ce qui va distinguer ces 3 scénarios, dans les 3 cas, ça sera plus de 200 000 chaque année. Ce qui va les différencier, c'est sur la structure par qualification de ces 200 000 immigrés supplémentaires en flux net. Savoir, suivant que l'immigration, enfin la politique migratoire, sera plus ou moins sélective, donc en faveur d'immigrés qualifiés. Alors on a vu que c'est un thème important, et je donnerai quelques chiffres qui montrent bien l'importance de la structure par qualification de l'immigration. Alors qu'est-ce que ça va être? La première, c'est ce qu'on appelle une immigration non sélective, c'est-à-dire que ces flux supplémentaires d'immigrés ont exactement les mêmes caractéristiques que les flux qui étaient anticipés. Donc on ne change pas du tout notre politique, elle n'affecte pas la structure par qualification des immigrés, c'est ce qu'on avait constaté, c'est ce qui aurait eu lieu en termes de structure, hein, sans cette augmentation. La deuxième, c'est une variante qu'on appelle immigration neutre, c'est-à-dire que ces nouveaux immigrés, ils ont une structure par qualification qui est identique à celle de l'ensemble de la population dans le compte central. Donc elle ne modifie pas la structure par qualification de l'ensemble de la population française. Hein. Ce qui n'est pas le cas dans la première, parce qu'on verra que les immigrés, en général, sont moins qualifiés. Donc si on fait venir plus d'immigrés moins qualifiés, ça réduit le niveau de qualification de l'ensemble de la population française. Et puis la dernière, c'est une variante immigration sélective. Alors là, c'est très fort. On supposera que ces 200 000 immigrés supplémentaires, ils ont une structure par qualification qui est identique à celle de la génération des natifs les plus qualifiés. Hein, et donc les plus qualifiés parmi les natifs, c'est évidemment les 25-34 ans. Les 25-34 ans. Alors, j'accélère. Bien. Juste deux petits mots. Pourquoi plus de 200 000? Pourquoi plus de 200 000 Quel pourrait être c'est la question qu'on avait tout à l'heure en aparté. Est-ce qu'il n'y aurait pas un flux d'immigration qui serait optimal, hein? Les économistes, ils aiment bien définir quelque chose qui est optimal. Ça n'existe pas sur ces problèmes-là, hein, le flux d'immigration optimal. On pourrait se dire, si, ça serait une immigration de remplacement. Hein, maintenir constante la population active. Le problème, c'est que maintenant, la question ne se pose plus pour la France, puisque sa population active, elle va pas connaître de diminution sensible. Il va y avoir une toute petite baisse, hein, pendant une vingtaine d'années, mais le choc, si on compensait par les immigrés, ça serait la 2e décimale dans mon modèle, donc ça n'a aucun intérêt. Ça pourrait être, voilà, vieillissement démographique. Pour les comptes de protection sociale, le plus important du côté des retraites, c'est le ratio de dépendance, hein, qui va fortement augmenter. Donc on pourrait dire, mais est-ce que notre politique migratoire, elle ne pourrait pas avoir pour objectif, c'était la question que s'était un peu posée l'ONU au début des années 2000, est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir pour objectif d'essayer de maintenir constant ce ratio de dépendance, auquel cas on n'a plus de problème vraiment de financement des retraites. Alors je vais vous donner quelques chiffres, ça non plus, c'est pas réaliste. Non pas parce que, enfin, la première, la deuxième, enfin, elle est réaliste, mais c'est l'épaisseur du trait, donc ça n'a pas d'intérêt pour nous. Celle-là, c'est l'inverse. C'est que c'est des flux annuels de plusieurs millions d'immigrés qu'il faudrait pour obtenir ce résultat. Alors qu'est-ce qu'on a retenu, nous? Puisque celle-là, il n'y aurait rien, celle-ci, c'est complètement irréaliste. On a retenu une politique plus volontariste que celle qu'on a actuellement et qui correspond grosso modo en proportion à la deuxième grande vague d'immigration qu'a connue la France au XXe siècle, c'est-à-dire celle des années 50 et 60. Et grosso modo, c'était environ 0,35% de la population française totale. Hein, environ 0,35%. Donc on s'est dit, bon, et si on revenait à une politique plus ambitieuse, telle que celle qu'on a connue dans les années 50 et 60, quel serait l'impact? Alors ce petit tableau, c'est juste pour confirmer ce que je vous ai dit. Ça, c'est la population française dans le scénario de référence, tel qu'il est projeté par l'INSEE. Il y a quelques petites différences, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on retrouve grosso modo les grandes évolutions de l'INSEE. Donc la population française, vous voyez, elle continue à croître. Hein, donc on n'a pas le problème de la baisse de la natalité. Et la population en âge de travailler, la population active pour simplifier, vous voyez qu'il va y avoir une petite diminution là, entre 2010 et 2040. Et puis ensuite, elle va remonter légèrement, elle va se stabiliser. Donc il y a une toute petite diminution, mais qui est relativement infime. Par contre, le problème, il est là, c'est le ratio de dépendance. Donc ici, il est calculé sur la population des 65 ans et plus par rapport à la population des 15-64 ans. On passe de 25% à 45%. Tout le problème du financement des retraites dans un régime par répartition. Alors, le petit chiffre là, qui est en dessous à chaque fois, c'est qu'est-ce qui serait passé au niveau démographique si l'objectif, ça avait été
un objectif de... Qu'est-ce qui serait passé si ça avait été un objectif de maintien du ratio de dépendance? Du maintien du ratio de dépendance, donc vous voyez, là, la différence, ça nous permet de rester toujours à 25%. Eh bien, on voit bien les chiffres, hein, c'est pas la peine de dire. Et je crois que Didier Blanchet, qui interviendra demain, avait fait une étude à ce sujet-là. Ça implique un doublement, plus qu'un doublement de la population tous les 40 ans. Il faut doubler la population française tous les 40 ans pour maintenir constant son ratio de dépendance par ces flux migratoires. Par ces flux migratoires. Et donc, grosso modo, voilà, la part des immigrés, bon, vous voyez, elle est aujourd'hui autour de 8%. Elle va augmenter dans les projections officielles vers 9%. La part des immigrés, si on mettait une telle politique, on est à plus de 40% d'immigrés et on dépasse les 50% si on se projette sur le siècle. Donc cette politique, elle n'a pas grand sens. Alors là, j'avance. Quelques caractéristiques justement sur la structure du stock d'immigrés en France. Ici, sur ce graphique, vous avez, suivant l'âge, ce qui est en abscisse, c'est l'âge, vous avez la répartition par âge de la population en 2005. Donc on voit bien que la population immigrée, elle n'a pas la même structure par âge que les natifs. Les natifs, ils sont ici, parce que par définition, un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Donc ils sont peu nombreux parmi les très très jeunes. Alors il y en a quand même quelques-uns, puisqu'ils viennent avec leurs parents. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est grosso modo, la population immigrée en France, elle se focalise essentiellement sur la population active. Sur la population active. Elle est beaucoup plus importante sur les tranches d'âge de la population active que les natifs. Donc quand on augmente les flux migratoires, si on garde la même structure par âge, on a plutôt un impact très important sur la population en âge de travailler par rapport au reste de la population. Donc ça, il faut le garder en tête. Deuxième caractéristique, là je ne vais pas entrer dans le détail, c'est simplement que, comme je l'ai déjà indiqué, la structure par qualification des immigrés en France, le stock actuel, pas les flux, est relativement différente de celle des natifs, et ils sont moins qualifiés, et surtout pour les âges plus récents. Il y avait moins d'écart dans les générations plus anciennes. Les projections, la qualification des natifs augmente, la qualification des immigrés augmentera aussi dans le futur, mais l'écart n'est pas vraiment comblé. Donc on gardera une différence à ce niveau-là. Alors ça, c'est plus important. C'est le profil par âge et origine, donc, suivant qu'on est natif ou immigré, des taxes et des transferts publics. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a le profil par âge des prélèvements. Donc on voit bien que, grosso modo, par âge, les immigrés contribuent moins au financement des finances publiques que les natifs. Ici, vous avez l'inverse, c'est les transferts, donc ce qui est perçu par les individus au niveau de la protection sociale. Alors là, on voit l'inverse, c'est-à-dire qu'ils reçoivent à âge donné un peu plus sur la tranche 30-45 ans, on verra pourquoi juste après. Par contre, ils perçoivent beaucoup moins lorsqu'ils sont âgés. Et donc ça, c'est un point important, parce qu'on verra que ça peut expliquer en partie nos résultats. Alors là, c'est le détail des transferts, transferts retraite. Donc voilà une des explications, c'est que les retraités immigrés, ils perçoivent moins que les retraités natifs à âge donné en moyenne. Alors là c'est sur l'urgence. Je ne vais pas entrer dans le détail, je vais au point essentiel. On voit, deuxième élément important, c'est qu'à tout âge, en termes de transferts liés à la santé et maladie, les immigrés perçoivent moins que les natifs. Donc ça, c'est les deux points importants. Donc du coup, si je fais la différence entre ce que versent les individus et ce qu'ils perçoivent, donc ce qu'on appelle les taxes nettes, la différence entre ce qui est versé et ce qu'on reçoit. Alors, ce qui est logique, quand on est jeune, on paye presque rien, mais on reçoit beaucoup, c'est les dépenses d'éducation publique en France, donc c'est négatif. Quand on est vieux, c'est pareil, on contribue moins aux finances publiques, mais on reçoit beaucoup à la fois au niveau santé et au niveau retraite. Et par contre, c'est en période d'âge actif où là, on a une contribution nette qui est positive. Mais ce qu'on constate, c'est que la contribution nette d'un immigré est plus faible que celle d'un natif, en moyenne à âge donné. L'explication, vous l'avez ici, c'est que cette contribution nette, elle est très dépendante du niveau de qualification. Ici, vous avez en gras, c'est la contribution moyenne des immigrés, et puis les trois autres courbes, c'est suivant leur niveau de qualification. Et la plus élevée, c'est celle pour un immigré qui est très qualifié. Donc, comme les immigrés sont structurellement moins qualifiés que les natifs, c'est ce qui explique cette différence entre les natifs et les immigrés. Alors, je peux passer rapidement aux résultats de mes quatre variantes. Il faut se rappeler quand même quel est le problème du financement de la protection sociale dans les années à venir. Donc, le débat sur les retraites
je pense à ancrer quelques chiffres. Grosso modo, à l'horizon 2050, il faut trouver un besoin de financement d'équivalent de 3 points de PIB pour l'ensemble de la protection sociale. Hein. C'est l'ordre de grandeur. Hein. Donc à l'horizon 2050, c'est 3 points de PIB qu'il faut trouver pour financer les dépenses de protection sociale. Là, il y a des compositions par régime. Ça provient d'où? Bien évidemment, c'est essentiellement le financement des retraites et le financement santé-maladie. Les autres régimes de la protection sociale sont plutôt excédentaires. Donc c'est sur ces deux points importants. Et on a vu que justement, c'était une des différences entre natifs et qualifiés. Rappelez-vous, les immigrés en moyenne à âge donné reçoivent moins en termes de retraite et ils dépensent moins en termes de santé. Alors, la variante sans immigration, l'impact sur la population, c'est pas nul. Hein, rappelez-vous, la projection officielle, c'est 100 000 chaque année. Si je stoppe l'immigration, vous voyez bien que la population à l'horizon 2050 française, elle diminue de 10%. Alors l'impact est encore plus grand sur la population active. Rappelez-vous, les immigrés sont concentrés sur des âges de population active. C'est moins 11%, la France perdrait 11% de sa population active. Et on voit bien que ça dégrade le ratio de dépendance de 3,6 points. Il est augmenté. Donc, alors la part des immigrés, elle diminue, puis à l'horizon 2100, elle devient nulle, puisque si on arrête les flux maintenant, au bout d'un siècle, il n'y a plus d'immigrés. Okay. Donc il y a un impact sur la population, mais on voit déjà le résultat, hein, puisque ça dégrade le ratio de dépendance. Il est clair que sur le besoin de financement, à l'horizon 2050, au lieu d'avoir 3 points de PIB à trouver, c'est 4,3 points de PIB de financement de la protection sociale qui est là. Alors ça se lit autrement. Ça veut dire que, grosso modo, vous voyez, c'est la contribution de l'immigration, telle qu'elle est projetée, sur le financement de la sécurité sociale. Elle contribue à hauteur de 1,3 points de PIB. Et c'est sur l'horizon du siècle, c'est même 2 points de PIB. Donc l'immigration française, telle qu'elle est projetée officiellement, réduit sensiblement le fardeau fiscal lié au vieillissement démographique. Alors, puisque c'est ça, et c'est donc on avait plus d'immigrés, et si possible mieux qualifiés, du coup, ça devrait être plus bénéfique. Le chiffre à retenir, là, c'est la décomposition. Le chiffre à retenir, je vais aller directement. Effectivement, si je prends le besoin de financement suivant mes 3 niveaux d'immigration, à l'horizon 2050, on voit bien qu'une immigration plus sélective, elle va réduire le besoin de financement d'1 point de PIB. Okay, 1 point de PIB, au lieu d'avoir 3 points de PIB de besoin de financement, on n'en a plus que 2. D'accord ? L'effet est un peu moins élevé avec une immigration non sélective, pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, à l'horizon 2050, une immigration plus sélective réduit un peu plus le fardeau fiscal du vieillissement démographique qu'une immigration non sélective. La différence, c'est 0,8, 1,1. Donc, c'est pas très important. Mais ce qui est important, je pense, à retenir, c'est si ça se prolonge à l'horizon du siècle, eh bien, on voit que l'immigration sélective n'a plus d'effet sur le financement de la protection sociale. Alors qu'une immigration non sélective, on réduit de 0,5 points le PIB. Pour une raison assez simple, c'est que l'immigration sélective a un effet plus bénéfique à court, moyen terme, on les fait venir, mais qui dit immigration sélective, ce sont des personnes, les taux de mortalité dépendent du niveau de qualification. Ce sont des personnes qui vivent plus longtemps, donc qui vont alourdir le ratio de dépendance, qui perçoivent plus de retraite, etc., etc. Donc l'effet, il est bien bénéfique à court moyen terme. Ici, on est sur le très long terme. Donc court moyen terme, c'est pas 1 ou 2 ans, hein, c'est sur 20, 30, 40 ans. Par contre, sur du très long terme, eh bien, on voit bien qu'une immigration très sélective a moins d'effet sur les finances publiques qu'une immigration non sélective. Donc voilà les 2-3 ordres de grandeur qui, je pense, il faut retenir sur quel pourrait être l'apport d'une immigration sur les financements de la protection sociale. Je vous remercie. Je crois qu'on est légèrement en retard, enfin même très légèrement. Donc je propose que les questions se fassent en dehors et notamment à la pause qui sera réduite à 5 minutes si vous y arrivez. Je n'y crois pas trop, mais bon, disons que 5-10 minutes, hein, voilà, parce que les autres intervenants sont prêts. Néanmoins, la prochaine table ronde sera un petit peu plus restreinte, donc on devrait retrouver un peu comme à la SNCF, vous savez, on devrait arriver plus ou moins à l'heure, hein, au déjeuner. Voilà, merci.